suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Le parc de Muscao, imaginé il y a 200 ans par le prince Hermann von Pöckler, reflète la pensée visionnaire de son créateur, un des plus grands paysagistes du XIXe siècle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce domaine se déploie sur la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. On est en pleine campagne là, c'est magnifique. Mais ce qui marque à Muscao, c'est quand même l'immensité du parc. Oui, le parc est vraiment très grand. Pöckler, à l'époque, racontait qu'il faisait environ 1000 hectares. C'était sans doute un peu exagéré. Muscao fait aujourd'hui environ 560 hectares, c'est-à-dire 560 terrains de foot. Jana Kittelmann, professeure de lettres, se passionne depuis longtemps pour l'œuvre de von Pöckler. Tu as pu remarquer qu'il y avait différentes zones dans ce jardin. Quand il a imaginé son jardin, Pöckler a utilisé le principe de zonage. Près du château, le parc est très travaillé. Tout y est très organisé, comme dans les jardins fleuris ou dans le potager. Et plus on s'en éloigne, plus on a l'impression d'être en pleine nature, comme ici. Le parc englobe le village de Muscao et s'étend sur 3 km de large et 4 km de long. La rivière Ness, élément central du parc, marque la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Dans la partie allemande, qui constitue le tiers du parc, les jardins entourent le palais et intègrent les jardins fleuris, l'orangerie, le potager et les serres. La partie polonaise, qui couvre les 2 tiers restants du parc, accueille l'arboretum et fait la part belle aux grands espaces, à la forêt et aux champs. Quand von Pöckler hérite du château de Muscao en 1811, il rachète toutes les terres environnantes et décide de dédier sa vie à l'aménagement d'un parc idéal, un parc public dans lequel il expérimente de nouvelles formes de paysages. C'est vraiment agréable de se promener dans un endroit aussi vaste et à vélo. Oui, c'est vraiment plaisant, tu as raison. Aujourd'hui, le parc respecte toujours la volonté de von Pöckler. Il avait ouvert son parc au public. Les gens pouvaient y entrer et s'y balader librement, même en calèche. Le prince voulait que son parc soit public, et pas simplement pour ses amis, mais pour le peuple aussi. Il voulait que le parc de Muscao soit un lieu que l'on visite. C'était très avant-gardiste pour l'époque. Pour moi, Pöckler, c'est vraiment un personnage qui a compté dans l'art du paysage, dans l'histoire de l'art du paysage. Et c'était aussi un personnage qui avait une drôle de personnalité. Le prince von Pöckler était une des personnalités les plus influentes du XIXe siècle. C'était vraiment une personne fascinante. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage majeur qui a pour titre « Aperçu sur l'art du jardin paysager », dans lequel il met clairement en avant ses idées.
Ce livre, publié en 1834, est un des livres les plus denses et les plus importants de l'époque en ce qui concerne l'architecture du paysage. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce livre est à la fois un recueil d'idées et un projet idéalisé. D'ailleurs, quand tu traverses le parc de Muscao, tu ne retrouves pas tous les lieux qui sont décrits dans le livre, car certains n'ont jamais été réalisés. Le prince von Peuclair s'endette pour réaliser son projet et ne parviendra pas à le mener à terme. Mais il devient une autorité dans l'art du paysage grâce à son traité sur l'art du jardin paysager. Il prodigue ses conseils dans toutes les cours d'Europe. Ses voyages en Afrique et en Orient deviennent une source d'inspiration. Il façonne son goût jusque dans le choix des plantes qu'il fait pousser dans son potager, comme la mangue ou la figue. Ça, c'est de la sauge russe. Wisława Koslow était jardinière dans le parc avant de se consacrer exclusivement au potager. Depuis, elle tente de recréer le petit paradis que von Peuclair avait fantasmé, un potager conçu pour le plaisir des sens. Là, Wisława, on est dans un potager mais vraiment classique, un grand rectangle, 4 carrés, un bassin central, des murs de part et d'autre. Ce qui est un peu moins classique, c'est qu'il est très fleuri, ce potager, je trouve. Peuclair aimait beaucoup les fleurs. Et ici, aujourd'hui, dans ce potager, on a recréé l'ambiance qui existait de son vivant. Par exemple, là, tu vois, on a planté du calendula. Pour faire des crèmes? Oui. Ouais. À l'époque de Peuclair, le potager était 3 fois plus grand qu'aujourd'hui. Dans ce jardin d'agrément, il cultivait des arbres fruitiers, des légumes et des herbes aromatiques. Là, c'est du radis noir. Au début du 19e siècle, les gens les stockaient en hiver dans leurs caves et ils pouvaient en manger toute l'année. Celle-là, c'est une espèce qui a vraiment beaucoup de goût. Dans le jardin, tous les légumes qui sont ici sont des légumes qui existaient à l'époque de Peuclair. Oui, tout à fait. Tiens, goûte-le. Oh. Donc ici, on essaye de réintroduire des variétés anciennes de légumes, comme par exemple la roche, une sorte d'épinard, ou encore la blette. Tous ces légumes qui sont tombés un moment dans l'oubli. Et tout ce qui était cultivé ici à l'époque de Peuclair était des provisions qui permettaient de vivre toute l'année en autosuffisance. Mais dans les cours en Europe, à l'époque, le principe de l'autosuffisance, il était courant. Si tu veux vraiment voir quelque chose de singulier qu'on ne trouvait dans aucune autre cour, eh bien, je vais te montrer. Viens avec moi. Ok. Je t'en prie. Voilà ce que je voulais te montrer. Des ananas. Peuclair les cultivait déjà à l'époque. Génial. Moi, ce que j'aime bien chez l'ananas, c'est que chaque petite alvéole, en fait, correspond à un petit fruit. Ah bah ça, c'est le petit truc de la maison, là, de mettre des pommes sous la serre. Les pommes provoquent le mûrissement des plantes. Elles libèrent un gaz, la pectine, et c'est comme ça que l'ananas finit par fleurir. Alors,
Du coup, c'est quoi l'histoire de cette serre, Wisława? À l'époque de Pückler, les ananas valaient de l'or. Il n'y en avait donc pas partout, il n'y en avait que chez les gens riches. Le prince voulait en produire 3000 pièces par an. 3000? Mais pourquoi? En fait, il était très endetté. Et donc, il essayait continuellement de gagner de l'argent. Du coup, il a essayé de devenir riche grâce aux ananas. Ça n'a pas vraiment marché. Il n'a jamais réussi à en faire pousser beaucoup. À mon avis, au XIXe siècle, c'était très compliqué de chauffer correctement les serres. Et puis, il manquait de place. C'est ce que je pense, en tout cas. Nous, aujourd'hui, tu vois, on en produit 50 à 70 pièces par an. Tu veux essayer d'en planter avec moi? Allez. Et voilà le petit bébé. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu peux couper un peu ici. Là, tu as les racines. Il faut que je fasse attention aux petites racines, donc j'y vais là. Ouais. C'est parfait. Et donc elle, on la case dans le terreau, là, alors. Et c'est tout. Ça va aussi vite que ça. Oui, fais juste un petit trou. Tu ne dois pas la planter trop profondément. Ça suffit. Donc là, j'ai fait Et tu recouvres avec de la terre. Ouais. Alors moi, j'ai un souvenir, quand j'étais petit, de multiplier les ananas. Alors pas avec cette technique, mais plutôt en coupant la couronne du fruit tout en haut, en le mettant dans l'eau. On attendait que les petites racines sortent et après on le mettait dans la terre. Bon, on n'avait jamais un ananas. Il y a deux variantes possibles. Soit tu prends la couronne, ou alors tu utilises les boutures, comme on vient de le faire maintenant. Ça serait dommage de ne pas utiliser ces deux méthodes et de juste prendre les fruits et de jeter les déchets. On doit tout utiliser, sinon on ne produit pas assez de plantes. Nous, c'est notre façon de faire. Un peu d'eau. Il faut arroser quand même. Jean-Philippe. Et maintenant, Jean-Philippe, tu dois donner un nom à ton ananas. C'est la tradition. Mon petit bébé ananas, c'est ça? Ja. Et voilà. Reinstecken. Plante-le. Et alors, je reviendrai l'année prochaine. Vielen Dank. Merci beaucoup. L'Allemagne doit au prince von Pückler ses deux plus beaux parcs urbains du XIXe siècle. Branitz dans le Brandebourg et Muskau en Saxe. Très influencé par les jardins anglais, il s'en affranchit cependant pour développer ses propres modèles qu'il inscrit dans son traité pour que chacun puisse s'en inspirer et les reproduire. Kurt Panning est le directeur du parc de Muskau. Guten Tag, Kurt. Bonjour. Alors, vous avez une iconographie incroyable ici. Je pense qu'il y a plein de jardins en France qui doivent être extrêmement jaloux. C'est une chance extraordinaire pour un jardin qui a plus de 2 siècles maintenant d'avoir toute cette iconographie. Oui, c'est une matière formidable pour nous, paysagistes, que Pückler nous a léguée à travers son traité. C'est ça le secret du Muskau. Le prince y donne des indications à partir desquelles on peut décoder le parc. Sur la carte, on comprend bien comment le regard doit circuler. De ces points en hauteur partent les perspectives, qui guident le regard d'un côté et de l'autre de la rivière Ness. L'ensemble constitue vraiment le squelette du parc. Alors, ce qui est étonnant sur ce plan, c'est qu'on voit bien comment la végétation et la ville s'interpénètrent. Est-ce que c'est déjà l'idée d'un parc urbain tel qu'on les connaît aujourd'hui? Ici, c'est le parc qui absorbe la ville. Pour moi, en tant qu'architecte du paysage, je trouve ce concept extrêmement intéressant. À Muskau, c'est vraiment le paysage qui prime. Sur d'autres vues proposées par Pückler, on retrouve la ville qui est représentée ici. On voit le clocher de Muskau qui a disparu depuis. Et là aussi, la ville, elle est intégrée dans ce vaste projet.
Pückler fait jouer à la ville un rôle pictural au sein du parc. Elle fait partie du parc, au même titre que le château. On voit bien que ces bâtiments dirigent le regard et forment un réseau de panoramas magistraux. Le prince s'appuie en fait sur des éléments existants pour créer un parc tel qu'il l'imagine. Von Pückler joue avec les éléments pour surprendre le visiteur. Il impose son style par petites touches et, tel un peintre, imagine de véritables tableaux de verdure. Ça, c'est le type de paysage dont on parlait tout à l'heure. C'est un paysage qui est extrêmement naturel, mais en fait qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Oui, au premier coup d'œil, ça n'apparaît pas comme spectaculaire, mais en fait ça l'est. On s'en rend compte quand on prend le temps d'analyser précisément le paysage. Les bosquets d'arbres, par exemple, apparaissent comme un paysage totalement naturel. Mais en réalité, c'est un paysage construit et artificiel, et cela dans le moindre détail. Alors là, mine de rien, on a un travail hyper précis de placement des arbres. 4 essences d'arbres suffisent à composer le parc. Le chêne, le hêtre, le tilleul et le charme. Et parfois, on en ajoute d'autres pour créer du rythme. Le secret de la composition spatiale de Muscao, c'est que les arbres ont été plantés sur des lignes précises. Et je suppose qu'on utilise ici les arbres comme une grande palette de couleurs. Dans beaucoup de parcs, on trouve une palette de couleurs vives. Mais ce n'est pas le cas à Muscao, parce qu'ici, on travaille avec des essences d'arbres locales. On utilise une palette de couleurs plus pastel, des couleurs ton sur ton qui se fondent entre elles. C'est donc une aquarelle des plus subtiles. On peut dire d'une certaine manière que Pückler a voulu surpasser Dieu, en créant un paysage encore plus parfait que ce que la nature aurait pu faire. Cette architecture du paysage reflète parfaitement le caractère de son propriétaire, à la fois méticuleux et fantaisiste. Mais le site a bien failli disparaître. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le parc de Muscao n'était plus qu'un champ de bataille. Eckhard Brucksch, chef jardinier à la retraite et mémoire vivante des lieux, n'a pas oublié les épreuves qu'a connues le parc. Eckhard, vous avez été jardinier pendant presque 50 ans. Ici, comment c'était tout autour de nous après la guerre? Après la guerre, tout était détruit. Il n'y avait plus de parc. Les arbres étaient blessés, les chemins endommagés. Et bien que la guerre soit terminée, il y avait encore beaucoup de munitions disséminées un peu partout dans le parc. C'était vraiment très dangereux. Donc c'était un parc complètement dévasté. Comment vous y êtes pris pour tout restaurer alors? J'ai commencé à travailler dans le parc pour la première fois en 1958. C'était très dur. Il y avait alors très peu de main-d'œuvre disponible. La plupart des gens qui travaillaient avec moi étaient des femmes. Elles avaient besoin de mettre un peu d'argent de côté pour survivre. Après tant d'années dans ce parc, tant d'années de restauration, j'imagine que vous avez un lien tout à fait particulier en fait à ce lieu. Ce qui me lie à ce lieu, à ce parc, c'est tout simplement que c'est là où je suis né. J'y ai joué enfant, j'y ai grandi. Puis c'est à Muscao que j'ai appris à être jardinier. Quand on additionne tout ça, eh bien, on peut dire que j'ai passé plus d'années que Pückler dans son propre jardin. Et aujourd'hui, je suis vraiment impressionné de ce qu'on a réussi à faire. Après la guerre, la frontière entre l'Allemagne et la Pologne est modifiée.
une partie du parc devient polonaise. Il faudra attendre les années 90 pour que le domaine soit réunifié. Pour Eckhart, un endroit du parc symbolise parfaitement ce renouveau. Voilà, c'est un endroit magnifique. Pourquoi vous avez choisi ce lieu particulièrement? Il y a une histoire, non, ici? Oui, cet endroit s'appelle le bout du monde. C'est un de mes endroits préférés dans le parc. Parce que d'un seul regard, on peut voir le côté allemand, le côté polonais et la rivière Ness qui les sépare. Ce que je trouve très symbolique aussi, c'est ce pont que l'on voit ici. Il n'a été restauré que récemment. On peut enfin l'emprunter pour traverser la rivière et aller se promener dans le parc en Pologne. Pour moi, cette unité retrouvée fait vraiment de ce parc quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Ce sont des choses exceptionnelles qui font battre plus fort le cœur d'un jardinier. Depuis 15 ans, les deux pays travaillent ensemble à la restauration du parc et c'est une équipe de jardiniers germano-polonaise qui restaure les chemins dans les jardins fleuris proches du château. Je te présente mon successeur, Bernd Witzmann. Allô? Allô? Alors là, vous êtes en train de faire un gros travail d'archéologie. Qu'est-ce que vous avez découvert là? Je pense qu'on a trouvé un chemin du temps de Pückler qui a été recouvert de tissu. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'ici, pendant de longues années, tout était en ruine. Ensuite, quand on a commencé à restaurer, il y a eu beaucoup de chantiers. Alors, lorsqu'on trouvait quelque chose dans la terre, on le couvrait pour le protéger. On a trouvé différents matériaux. Là, tu vois bien la différence entre le granit le plus ancien et le plus récent. On ne sait pas jusqu'où on va devoir creuser. On est très curieux d'en découvrir plus. Donc là, vous avez fait votre travail archéologique, mais votre chantier il est beaucoup plus vaste. Il y a des piquets un peu partout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Jean-Philippe, viens. Je vais t'expliquer comment on fait. Bon, alors Jean-Philippe, tu vas m'aider. Tu prends le cordeau pour l'alignement, et moi de mon côté, je m'occupe de prendre les mesures. Ok, ça marche. Bernd et son équipe tentent de recréer à l'identique le jardin de von Pückler en s'appuyant sur les plans de l'époque. Mets-le un peu plus en bas, s'il te plaît. Là, on est à 1,69 m. C'est là qu'il faut mettre le piquet. Et le prochain, on le met à 7,01 m. Je suis surpris par la manière précise, par le jusqu'au boutisme que vous mettez pour refabriquer ce jardin. Je pense qu'en tant que paysagiste, j'aurais pas tout à fait travaillé de cette manière-là. J'aurais plutôt travaillé autour du ressenti. Là, vous êtes extrêmement précis. Vous allez très très loin dans la reconstitution de ce jardin. Quand on regarde les plans de l'époque, d'après lesquels on travaille, on voit que les proportions sont très justes, que tous les éléments, comme les chemins, sont imbriqués ensemble de façon très harmonieuse. Et c'est pourquoi c'est très important de travailler d'après ces plans. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr, mais on finit toujours par y parvenir. Notre but dans ce jardin, c'est de faire exister l'esprit de Pückler, et ça pour moi, c'est vraiment génial. Ce que je trouve très beau, c'est que je trouve qu'il y a une grande persévérance dans l'idée de transmission entre Eckhart, vous, et puis les jeunes qui viennent d'Allemagne et de Pologne. Je trouve qu'il y a une belle idée de continuité. On doit faire en sorte de maintenir la transmission du savoir de Pückler, qu'il soit perpétué de génération en génération. Il faut dire que c'était un personnage captivant. Il avait des idées assez visionnaires pour l'époque, qui influencent encore aujourd'hui beaucoup de gens un peu partout dans le monde.